Merci, bonjour à tous. Moi ici, quelques co-auteurs, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus, puisque je vais vous présenter ici le fruit d'une recherche un peu discontinue, mais qui va de plus en plus vers le continu depuis quasiment une trentaine d'années. Donc ça a associé de nombreux collègues, de nombreux organismes privés, publics, depuis 1984. Alors quelques éléments de contexte, le pays d'Auge littoral est d'abord continental et est un secteur à risque multiple, puisqu'il est parfois... pardon, oui. Oui, parce que parfois donc, des inondations, débordements, crues éclairs se produisent, comme ici à Trouville en 2001, ou alors des effondrements de cavités karstiques que les Hauts-Normands et Bas-Normands connaissent bien, liés à des activités de marnière, des petits glissements de talus routiers. Donc ce pays d'Auge est limité donc par des versants littoraux, et ces versants littoraux présentent donc une variété en relation directe avec la morphologie et la géologie, donc un escarpement qui est armé par de la craie. Et ensuite, vous avez ici donc un talus qui présente une morphologie, une topographie assez chaotique en relation directe avec cette topographie, et l'existence de blocs de craie ici de taille variée qui se sont mis en place il y a à peu près 10 000 ans, à l'époque où la mer était à un niveau beaucoup plus bas que celui-ci. Donc si on regarde plus attentivement donc, ces versants littoraux entre Trouville et puis Villerville-Cricboeuf, on peut voir effectivement, comme ça a été dit, un territoire urbanisé avec une pression foncière touristique importante. Et le long de la route, ici en rouge, 4 secteurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, 4 secteurs un peu en jaune-vert, là, qui sont des secteurs instables. Chant des oiseaux ici, Anqueville, Sierre-des-Graves et Villerville, donc des cirques qui étaient connus probablement depuis longtemps, mais qui se sont endormis et qui sont réveillés en quelque sorte et de manière brutale en 1982. On remarquera la position très particulière du bourg de Villerville, qui est en quelque sorte enserré entre deux zones devenues instables. Donc on pourra se poser la question pourquoi les anciens se sont implantés là et pas ailleurs. Donc c'est des éléments qu'on a cherché à comprendre. Donc tout se passe et tout commence en 1982 avec une crise majeure. Je dis une crise parce qu'effectivement il y a eu de nombreux bâtiments qui ont été partiellement ou totalement détruits. Bien heureusement, ce sont des glissements qui préviennent, donc il n'y a pas eu de victimes, mais donc des belles villas comme celle-ci complètement détruites, des affaissements le long de la route à plusieurs endroits. Et cette première crise a été suivie par 3 autres crises majeures, en février 88, en février 95, en mars 2001. Et la prochaine, c'est une des questions, avec ici le recul. Donc on observe toujours ces belles villes-là qui ont été construites quelques mètres en arrière de l'escarpement principal qui limite la zone instable de la zone stable. Et puis en mars 2001, il y a 10 mètres qui sont partis. Et petit à petit, effectivement, donc, cette zone instable croît. Donc, ces conséquences importantes de ces 4 crises majeures, avec en rouge ici la localisation des bâtiments qui ont été détruits. Donc, la question, c'est vraiment comment anticiper ces crises majeures, pouvoir expliquer bien évidemment pourquoi ça se produit. Donc, avec quelle vitesse et quel rythme. Donc, la nécessité de remonter dans le temps et, si possible, le plus loin possible avec les documents existants, de manière à pouvoir préciser les causes, donc les processus responsables, les forçages, comme ça a été dit tout à l'heure, pour essayer d'aller vers la définition de seuils, des seuils qui pourraient être utiles, voire indispensables pour la gestion d'alerte, par exemple, et puis ensuite, comment partager la connaissance via des bases de données partagées. Donc, deux parties, une analyse des vitesses et une analyse des processus. Donc rapidement, effectivement, vous dire qu'on a utilisé toutes les données disponibles. D'abord des cartes anciennes, en particulier les cadastres. Dans certains secteurs, on a la chance d'avoir des plans terriers qui sont beaucoup plus anciens, pas ici, mais grâce à la localisation de l'occupation du sol et au repérage de certaines limites, ça nous a permis, effectivement, en utilisant les photographies de l'IGN, puisqu'on a
quasiment des photos tous les 3-4 années, après les problèmes de rectification, hein, on va pouvoir utiliser, en couplant bien évidemment, donc des techniques plus précises, plus modernes, hein, le laser scan LIDAR par exemple, et des techniques plus traditionnelles, la topographie, tachéométrie et le GPS ou des GPS qui nous permettent de faire un suivi. Donc à partir de cette base de données multi-dates, multiméthodes, avec des résolutions, des précisions liées à chacun de ces documents, on a repéré des points notables qui étaient communs aux différents documents, les roues, des constructions, certaines limites de parcelles, hein, qui sont là depuis 150 ou 200 ans. Et en comparant cette position successive, ça nous a permis de mettre en évidence, en quelque sorte, l'évolution, ici, bon, quelques vecteurs déplacement, mais surtout cette figure de synthèse avec le temps en abscisse de 1830 à aujourd'hui, et puis en ordonnée les déplacements. Donc les crises connues, bon, on ne voit pas bien, hein, les crises connues ici à partir de 82, mais la question c'est est-ce que ces crises ont été précédées d'une phase de préparatoire qui n'avait pas été observée par les populations hein, qui étaient dans ces environnements. Et effectivement, on arrive à bien mettre en évidence effectivement qu'avant 82, depuis 1830, on voit qu'il y a ce versant qui est affecté par un bruit de fond, avec enfin je dis un bruit de fond, oui, des déplacements de 10, 5, enfin inférieurs à 10 cm par an, hein, ce qui correspond finalement au déplacement qu'on peut observer, que je vous montrais tout à l'heure, en période intercrise. C'est-à-dire que le versant n'est pas stabilisé, ne l'était pas, et si le bourg de Villerville s'est implanté en position entre deux secteurs, c'est probablement parce que les anciens l'avaient en connaissance. Et puis on oublie, il y a des événements, puis on les oublie vite, et puis finalement on s'aventure à nouveau dans ces secteurs pour arriver effectivement à des niveaux de conséquences importants. Donc ça, c'est important, effectivement, de prendre du recul, c'est le cas de le dire, hein, et de pouvoir analyser et avoir ces informations. Alors pour les forçages, hein, les éléments responsables, hein, l'idée, effectivement, c'est de mettre en place un réseau, et ce réseau, on l'a bâti progressivement, je vous dis, sur une trentaine d'années, grâce à des financements divers et variés, région, Conseil général, plan État-région, CPER, programme européen, etc. Hein, puis en particulier un dernier projet ANR, de l'Agence nationale de la recherche, un projet académique, hein, donc à vocation de recherche, mais avec des possibilités d'application. Mais l'idée avec les collègues, géophysiciens ou d'autres, c'est d'essayer de développer des nouvelles méthodes, en quelque sorte, de traitement, etc. Donc c'est l'idée, hein, de pouvoir coupler à la fois les déplacements, les déformations, avec ces éléments de forçage à différentes résolutions. Donc une démarche vraiment multidisciplinaire, hein, avec des prospections géophysiques, la cartographie géomorphologique, de la géotechnique, etc. Hein, donc tout ça permettant effectivement de mieux comprendre, de mieux cerner donc le substratum, et puis de pouvoir acquérir ces données. Donc ici, quelques vues sur lesquelles je vais passer un peu vite, hein, les tomographies électriques, et puis couplées par des forages, hein, c'est tout à fait classique, hein. Un peu moins classique, même si elle devient de plus en plus l'utilisation du géoradar, hein, qui nous permet effectivement le long de la route, ici, de pouvoir déterminer de quelle valeur pouvait être l'affaissement. Il n'y a pas de mesure, on voit sur la photo plusieurs dizaines de centimètres, mais au total, je vous montrais tout à l'heure qu'il y a eu plus de 2 mètres. La mise en place de ces différents réseaux de surveillance, hein, alors sur 30 ans, il y a des points qui ont disparu, on les a réimplantés, mais globalement, sur 30 ans, on a la chance d'avoir au moins une dizaine de points, hein, qui ont tenu, hein, et donc c'est assez unique, et d'ailleurs oui, pour les glissements de terrain, ici côtiers, c'est somme toute assez unique de pouvoir avoir ce recul et cette longue série de données. Donc ça nous permet de produire ce genre de cartes, de spatialiser en quelque sorte à l'intérieur de la zone instable, donc ces déformations, ces déplacements, et de produire, voilà ici ces coupes, hein, on voit effectivement des compartiments avec des vitesses fortes à l'aval, et puis progressivement, les déplacements vont remonter jusqu'à la limite ici entre stable et instable, voire aller au-delà. Les progrès
étant, donc on a pu installer, dans le cadre également d'un financement CPER, donc des DGPS, mais en continu, hein, qui nous ont permis de pouvoir acquérir les déplacements à une résolution de l'ordre d'une précision de l'ordre du centimètre, hein, puis avec des dérogements en continu. En parallèle, on surveille effectivement les nappes phréatiques. Donc tout à l'heure, Benoît disait effectivement que les nappes devraient plutôt se tarir s'il pleut moins, hein, mais on verra effectivement c'est un des forçages importants, et donc d'avoir un recul et de pouvoir expliquer les mouvements de l'eau. Pourquoi? Quels sont les chemins de l'eau? Quelle est l'alimentation de ces nappes? Quelle est la part entre ce qui vient du plateau, de ce qui vient effectivement de l'impluvium? Là encore, la question est facile, mais le versant étant hétérogène, c'est pas facile à pouvoir apporter des réponses précises. Aussi couplage grâce au forage d'inclinomètres qui nous permettent effectivement maintenant de connaître précisément quel peut être le volume qui est encadré. Donc ici, le résultat donc, de ces quelques points depuis 84 ici, hein, certains ont bougé depuis de 8 mètres, hein, donc avec des résolutions somme toute pas très bonnes, puisqu'on a 2, 3 levées par an, voire des années il n'y en a pas eu. Et grâce au GPS ici, on peut accéder ici vraiment, hein, à un suivi de chaque respiration du glissement de terrain de manière très précise. Donc je reviendrai tout à l'heure. Le géoradar nous a permis effectivement de mettre en évidence les différentes structures de la chaussée au fur et à mesure qu'il y a l'affaissement. Le Conseil général vient mettre une couche, etc. Ils en sont à 2,50 m maintenant. Hein, donc ça nous permet aussi, pas de vérifier ce qu'ils peuvent faire éventuellement, mais surtout de pouvoir accéder à ces déplacements. Là aussi, c'était encore un peu de recherche. Maintenant, il y a des applications, le bureau d'études le font bien. Donc des cartographies morphologiques grâce aux observations et au lidar. Et enfin, effectivement, une meilleure connaissance du substratum avec la position de ces différents blocs. Je disais que ces blocs tout à l'heure étaient importants puisque c'est eux qui sont responsables de la morphologie et qui sont responsables effectivement de l'évolution. Donc à partir de ce genre de coupe précise, ici c'est en 2D, mais on essaie de faire de la modélisation en 3D, nous a permis de faire des modélisations pour arriver à voir quel était le poids respectif ou l'influence respective de chaque processus, chaque forçage. Donc là, comme on pouvait s'y attendre, effectivement, l'érosion en pied a une incidence, mais somme toute relativement modérée de 2% sur un coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité, c'est le rapport entre les mouvements moteurs et le mouvement résistant. Par contre, l'élévation de la nappe phréatique fait décroître le facteur de 6%. Ça veut dire que si on veut tenter de ralentir, va stopper, il faut agir à la fois sur l'érosion, et puis il faut agir également sur le drainage, sur les deux ou sur aucun. Pour conclure, donc sur la définition de seuil, à partir de ces données, ici je vous ai mis la variation des nappes entre 1974 et 2000 et aujourd'hui, on voit que ces 4 crises se sont produites à des niveaux élevés de nappe phréatique. Là, ce sont de la donnée publique, la donnée du réseau des données BRGM, les données Météo France. Donc on voit bien que les accélérations sont provoquées par un haut niveau de nappe. Donc ça nous permet effectivement de proposer un système d'alerte qui est basé à la fois sur ces longues chroniques de données et également sur les chroniques de données beaucoup plus locales et beaucoup plus fiables et à haute résolution temporelle comme celles qui sont données par le GPS. Et on voit ici localement qu'on a une initiation des déplacements à partir du moment où la nappe atteint 8 mètres. Et à nouveau, les déplacements cessent à partir de ça. Donc ça veut dire qu'on aurait prédéfini en quelque sorte des seuils. Donc là, on fait l'exercice dans le cas du projet et il faut encore améliorer ça. C'est-à-dire que si on se met dans les différents états, alerte, pré-alerte, etc., surveillance, ça nous permet effectivement de proposer ce type de cartographie qui est utile pour les gestionnaires, de manière à pouvoir effectivement alerter et prendre les dispositions importantes. Donc tout ça, ça peut se faire également via des systèmes d'arbres de décision comme la protection civile on l'utilise. Alors pour conclure, effectivement, ces 30 années de surveillance, mais un petit peu parfois en pointillé, ça montre l'intérêt et prêcher en faveur donc de la mise en place d'observatoires normalisés pérennisés pour mieux comprendre ces processus.
Donc à la fois à l'échelle locale, pour suivre toutes ces surveillances, etc., et également à l'échelle régionale, donc toujours des emboîtements d'échelle. Et le géographe que je suis est toujours sensible à ce genre de zoom, des zooms, les lidars, l'imagerie en général, et puis regarder les conséquences et l'évaluation des risques à plus long terme. Voilà, merci.